Vous allez suivre la suite de notre débat, la deuxième partie, en compagnie de M. Kayu Sebelebe et des expertes et experts de la radio Bakambi. Merci. Quand j'entends des propos comme ça qu'un ministre congolais peut gagner ce qu'il gagne par rapport à un SMIC congolais, mais il y a de quoi je perds ma tête. Franchement, je perds ma tête, je ne comprends rien comment on peut raisonner comme ça. Vous êtes dans un... C'est un point de vue, c'est un point de vue qui se tient, et des fois le point de vue. Hein. Non, mais ça ne tient nulle part, c'est son point de vue. Moi, je le combats tout à fait, et puis c'est aberrant de dire des choses comme ça. On va essayer de parler de... Monsieur Gaïno, pendant que vous allez répondre à la question qui a été posée sur quel est le lien, pourquoi on a choisi la Sénèque comme l'a posé Mme Miaka, je vais vous dire qu'il y a au Congo un sujet qui vient d'émerger, enfin qui émerge depuis une semaine. C'est un gros scandale aussi, mais c'est un gros scandale, un peu comme les factures qui ne sont pas payées d'électricité de tous ceux qui dirigent le Congo et qui sont les plus, pour certains, les donneurs de leçons. Vous avez la douane du Congo. Le directeur général a fait une déclaration qui est apparue et qui semble être incroyable, mais vraie. Imaginez, la douane du Congo, les taxes qui ont été encaissées sont de 180, 83, 84, 480 et quelques milliards. Les exonérations sont de 600 milliards. L'État perd en donnant des exonérations à tout va, 600 milliards, et n'encaisse que 180 milliards. La balance est tellement excédente dans la perte, on se pose la question, et il y a un compatriote qui a demandé que comme on a fait pour la liste, comme ça a été fait pour la liste par un de nos collègues, un de nos collègues journalistes d'une chaîne qu'on ne citera pas, qui lui a publié les noms des dirigeants qui ne payent pas le courant, ce que moi je ne ferai pas. Et aujourd'hui, on demande que les noms de ceux qui sont exonérés, qui arrivent à faire que 600 milliards d'exonération de taxes douanières pour 180 milliards encaissés. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compréhensible? La question que je me pose, est-ce que le Congo est une... Je ne sais pas si on peut dire, bon, c'est un gâteau. Ou est-ce que le Congo, c'est tout simplement, comme on dit à Kin, Ezakop. Pour beaucoup de gens, Ezakop. Monsieur Gaïno, Monsieur Gaïno, c'est la question que je vous pose. Je vous pose cette question. Pourquoi la SNEC et ça? La réponse rejoint, la réponse c'est votre interrogatoire en conclusion. Est-ce que le Congo est un COP? Mais bien sûr que c'est un COP. Quand on voit tout ce qui se passe pour un pays qui encaisse 180 milliards, c'est énorme. Et on voit tout ça qui s'en va dans les poches de ceux qui sont exonérés. Mais ceux-là sont lesquels? 600 milliards. Tout à l'heure, 600 milliards d'exonération. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne publierez pas ces noms-là si jamais ça vous a été donné. Non, il faut le dire. Quand c'est une vérité, on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Non, pourquoi je ne publierai pas? Parce que je pense qu'on a le droit aussi, sauf si c'est des gens privés, publics, mais il y a aussi ce qu'on appelle désormais en Angleterre et dans l'Europe, la protection des données privées. Il faut faire très attention, M. Gaïno, quand vous les publiez. Là, il n'y a pas de protection parce qu'il s'agit d'un fait public, un détournement de fonds. Et s'il y a des preuves, si ces noms existent, si on connaît, on doit les publier. C'est normal, les journaux ils publient. On prend le soin de... Celui qui a volé, on ne demande pas la permission de celui qui a volé, si on doit écrire son nom ou pas. Voilà. Donc, quand on regarde les exonérés, ce sont les membres du gouvernement, ce sont les membres de la famille du gouvernement, de ceux qui nous gouvernent, la plupart du temps. Donc, en fait, c'est l'argent qui est détourné. Et ça, dans toutes les entreprises, vous voyez, la société du courant, c'est pareil, l'eau, c'est pareil, tout c'est pareil. Les taxes, ces gens-là ne payent pas. Vous êtes le petit frère d'un tel, vous ne payez pas. Vous êtes le cousin d'un tel, vous ne payez pas. Donc, en gros, comme chez nous, quand on prend le nombre de travailleurs, la majorité sont des fonctionnaires, puisqu'on n'a pas beaucoup d'entreprises. Il y a plus de fonctionnaires qui travaillent
que des gens qui ne sont pas de la fonction publique qui travaillent. Dans le privé, pratiquement, n'existe pas. Dans la plupart, sont des fonctionnaires. Et ces fonctionnaires-là, ce sont les parents de X et Y parce qu'on les recrute comme ça. Et ensuite, ils sont exonérés de toutes ces taxes. On comprend pourquoi il y a toujours faillite des entreprises. Et on n'est pas sûr avec ça. Et ça, c'est partout. Donc, voilà comment fonctionne le système congolais. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Donc, vous n'entendrez jamais telle personnalité a été jugée pour avoir détourné l'argent ou pour avoir volé. On a vu le cas de la fille, je ne sais pas si c'est Ndengo, bon, je ne connais même pas leur nom là-bas, qui a emprunté 1 milliard ou je ne sais plus moi à son copain. Elle a été jugée. Elle est allée en prison. Non. On n'a même pas cherché à savoir d'où provenaient tous ces fonds-là. Donc, vous avez aussi parfois cette boîte qui fait du bruit là qu'on appelle l'Assemblée. Qui parfois vous dit on va mener des enquêtes. Vous ne verrez jamais le résultat de ces enquêtes-là. Donc, c'est comme ça que fonctionne ce pays. Et je suis surpris d'entendre M. Gabriel dire que la radio Bakame doit faire des propositions. Mais les propositions, ce n'est pas les propositions qui manquent. Ils sont venus faire l'état général de l'enseignement en France. J'en ai rigolé. Aujourd'hui, quel bilan il a fait partie de ça. Tirez-nous le bilan. Mais l'enseignement est resté toujours au bas niveau. Bon. Donc, il y a des choses que les gens font sciemment, ils le savent, mais ils font pour détruire ce pays qui est pourtant le nôtre, et ils le détruisent volontairement. Parce que quand vous laissez, vous êtes exonéré, vous ne payez pas le courant, vous ne payez pas l'eau, vous ne payez pas le téléphone, vous ne payez pas s'il y a taxe de circulation, vous ne payez pas. Tout ceci, vous ne payez pas parce que vous êtes député, vous êtes sénateur, vous êtes le cousin du député, vous êtes le fils du ministre, vous êtes le neveu du ministre. Finalement, il y en a combien qui payent. Donc voilà, monsieur Belébé, moi, ma réponse à tout ça, c'est que ce pays-là n'est pas gouverné. On voit aujourd'hui, vous savez, même ici en France, vous allez voir beaucoup d'Européens, de Français, blancs bien sûr, qui se sont sucrés sur le dos du Congo. Et comment? Par cette corruption-là. Voilà, que peut-on dire? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce qu'il y a des Congolais qui sont compétents. Il y a des Congolais qui sont compétents. On ne les prend pas. Moi, j'ai vu des pays aller piocher les cadres à l'extérieur. Mais comment vous voulez travailler dans un pays où vous avez des ministres à vitam aeternam qui sont là et qui sont baignés déjà dans cette magouille? Même quand ils viennent ici piocher leurs parents. M. Gagné, vous pouvez chuter en premier à M. Nimbala, ça sera le tour des autres, s'il vous plaît. Oui, mais je finis là, parce que moi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est tout simplement pour dire que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils prennent leurs cousins, ils les amènent leurs frères, ils les amènent là pour les enrichir. Après, ils sont ici, il y en a même qui sont ici, qui sont payés. Donc, on comprend pourquoi le Congo est en faillite. Voilà, on est terminé. Monsieur Nimbala, en lingala, on dit, est-ce que le Congo est un cop en français? Est-ce que le Congo est un business pour certains? Et que certains peuvent s'amuser comme ça à faire que de sorte l'État peut perdre 600 milliards en exonération. Ça peut pas être que pour les entreprises, hein. C'est vraiment assez criard. 600 milliards contre 180 encaissés. La différence, elle est pratiquement de près de 420 milliards qui disparaissent dans les poches de certaines personnes et entreprises. Mais le bilan est très déséquilibré. Bon, pour ne pas faire des redites, moi, je vais conclure seulement le pays est au fond du gouffre. Il est malade, il saigne. Il faut aller voir Trump pour qu'il vienne nous aider. Aller voir le bon Dieu ou quoi? Aller voir Donald Trump, peut-être que c'est lui qui va solutionner les problèmes d'Afrique. Mais nous-mêmes, nous sommes des petits Donald Trump. Hein? Les Congolais, c'est des petits Donald Trump qui peuvent faire quelque chose par eux-mêmes, au lieu de toujours avoir la politique de la main tendue. Nous connaissons, on a diagnostiqué la maladie. On connaît les coupables. Mais c'est à nous de donner le traitement approprié pour écarter cette maladie. Mais si nous n'arrivons pas au diagnostic, on connaît, mais on n'a pas les médicaments, il faut aller acheter les médicaments chez les voisins, chez des amis, chez des Européens. Mais c'est à nous-mêmes de fabriquer notre médicament pour se soigner. Voilà ce que je peux conclure. Le médicament est entre nos mains. La maladie, on la connaît. Les coupables, on connaît. Bon, donc même si c'est la sorcellerie, le sorcier déjà a découvert. Donc il suffit de l'achever, c'est tout. Il n'y a pas de miracle. C'est à nous-mêmes, en tout cas, nos propres... Merci. Merci beaucoup. Monsieur Ndion, vous qui êtes économiste, 420 milliards qui disparaissent ou qui sont accordés à des gens, hein, c'est 600 milliards d'exonération, 180. Est-ce que vous qui êtes un économiste, on peut l'expliquer à des novices de l'économie? Monsieur Ndion, votre micro. On ne peut pas l'expliquer, bien sûr. C'est une absurdité, comme on dit, absurde. C'est-à-dire qu'il faut simplement mettre fin
au système des exonérations, c'est tout. Ou bien il faut limiter ça dans le temps et dans l'espace. Mais c'est mieux d'être radical. En situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Si nous sommes convaincus que ce que nous vivons chez nous, c'est une crise, eh bien, c'est une situation exceptionnelle. Comme c'est une situation exceptionnelle, il faut des mesures aussi exceptionnelles. C'est pas facile pour le nouveau, ça sera pas facile pour le nouveau ministre des Finances. Hein. Oui, je sais, mais il faut mettre fin au système des exonérations. Écoutez, monsieur Kayus Ebelebe, j'avais dit et je reste sur ma position que nous devons faire des propositions. Aujourd'hui, il est connu qu'au Congo, je me permets de rappeler à nos auditeurs et auditrices que nous avons, en matière d'électricité, nous avons à peu près 5, sinon 6 fournisseurs d'électricité. Nous avons la CEC, la centrale électrique du Congo, qui nous fournit l'électricité. Nous avons Imbulu, qui nous fournit l'électricité. Nous avons Mukukulu, qui nous fournit l'électricité. Nous avons Liweso, qui nous fournit l'électricité. Et nous avons la société B-Box, qui nous fournit l'électricité. Monsieur John, s'il vous plaît, monsieur John. La Société nationale d'électricité de la RDC. Monsieur Ndian. Bon, oui. Est-ce que je peux vous suggérer quelque chose? Allons-y. Vous devriez plutôt dire ils devraient nous fournir l'électricité parce qu'ils ne fournissent pas l'électricité aux Congolais. Si, ils fournissent. Mais ça n'arrive pas aux Congolais. Comment se fait-il qu'avec tout ça, il n'y a pas de courant? Non. On a le délestage. Ça arrive de façon délestage. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais ça ne vient pas de façon continue. Voilà pourquoi nous faisons appel à la SNEL en face, la Société nationale d'électricité. Ah non, on ne fait pas appel à la SNEL pour ça. On fait appel à la SNEL pour gérer la commercialisation parce que les Congolais ne sont pas à la hauteur. C'est pas parce qu'il n'y a pas le moyen. Avec tous ces barrages que vous citez. Allez-y. Ils nous fournissent de l'électricité, s'il vous plaît. Okay. Je me permets de vous dire ceci. Le prix de l'électricité chez nous, nous l'avons dit, on le répète, est autour de 45 francs CFA le kilowattheure. La SNEL nous vend l'électricité à 15 francs, s'il te plaît. Alors, donc, je l'ai dit tout à l'heure, si la SNEL nous vend à 15 francs et que nous nous vendons... Je rappelle que la SNEL, c'est la société du Congo-Kinshasa. Kinshasa, voilà. Nous vendons l'électricité à 15 francs CFA le kilowattheure. Nous, pour faire un peu de la valeur ajoutée, bien sûr, on ne doit pas vendre à perte. On a monté au moyenne le prix au Congo, c'est de 45 francs CFA le kilowattheure. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que privatiser EKRC avec cette société sénégalaise-là qui va nous monter le prix à 138 francs le kilowattheure, mais c'est grave. Voilà pourquoi je dis il faut trouver une solution endogène. Déjà, rien que sur le prix, on ne peut pas accepter... C'est court, ce serait bien, M. Ndian. Vraiment court. Alors, il ne faut pas, dans des domaines stratégiques comme ceux-là, l'eau, l'électricité, faire appel à des étrangers. Non, non et non. Je pense qu'on peut trouver, il y en a des compétences des Congolais qui ont des compétences pour pouvoir gérer l'électricité, gérer l'eau au Congo. Si on ne trouve pas sur le plan national, on peut le trouver au niveau de la diaspora. Mais je suis convaincu qu'on peut le trouver au niveau national. Voilà, c'est tout. Hier, nous étions... C'est vrai, les choses doivent changer. Hier, nous étions une ELCO. Après, nous sommes devenus SNE. Après SNE, nous sommes devenus EKRC. Et on veut devenir... Mais on peut rester EKRC en changeant la tête, la direction, la locomotive. C'est tout. Si on estime que M. Adou est incompétent, on change la tête. Et si on change la tête, les travailleurs qui sont là, qui ont montré leurs compétences, puisqu'ils ont réagi à cette stratégie gouvernementale, d'où le rétropédalage du gouvernement. Donc, il y a des compétences. Donc, je chute par là et je dis qu'il faut trouver une solution endogène. Voilà. Alors, en gros, moi, donc, on vous dit qu'il faut faire des propositions. On va soutenir la proposition du ministre des Finances nouveau arrivé, qui, lui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir géré l'État. Donc, il découvre le massacre, il découvre comment faire pour que ça s'arrange. Il a fait une proposition qu'il faut soutenir, c'est de pouvoir créer peut-être un organisme qui va signer des contrats avec les sociétés publiques pour aller vers la gestion de la performance de ces entreprises et de ces managers pour pouvoir dire vous pouvez rester, vous pouvez partir. Si l'État peut faire ça, une autorité qui va manager la performance de ces entreprises. Ce ne serait pas mauvais. Madame Yaka, vous aviez une question? Kayus, je voulais ajouter quelque chose là. Allez-y, Madame Pou. En parlant de l'exonération, ça ne se passe pas qu'au Congo. Il y a combien de ministres au Congo? Nous pouvons avoir, je ne sais pas combien de ministres il y a. Admettons que nous avons 30 ministres. Si ce sont ces ministres-là qui sont exonérés,
seulement leur maison de service, on va appeler ça. Non, les factures ne peuvent pas arriver à des millions et des milliards. C'est pas possible. Alors, si l'on comptabilise effectivement leurs maisons secondaires, les maisons des bureaux et des femmes et des trucs, ça c'est autre chose. Mais il est tout à fait normal qu'une personne d'État soit exonérée en ce qui concerne l'électricité et autres. Ici, ça se passe. Pour quelles raisons? C'est pas vrai, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que les personnes sont... Non, pas forcément. Monsieur Gagnon, attendez qu'elle finisse. Laissez-la finir. Oui. Vas-y. Ça se passe comme ça partout. Ah bon? Même ici, oui, ici, attendez, ici, même les travailleurs de EDF sont exonérés de payer l'électricité. Ils ont des rabattements. Ils ont des rabattements. Madame, ils ont des rabattements. Je le dis en connaissance de cause. Ils ont des rabattements. Et je connais. Non, je dis bien exonération. D'accord. Je le dis. Allez-y, finissez. Moi-même, je suis là-dedans. EDF, oui. Même là-dedans, ils ne payent pas l'eau. Ouais, non, mais attendez, Madame Okou. On parle des agents, des personnes qui travaillent dans la société, on va dire EDF, on va dire la CNCF, on va dire dans le corps du métier. Mais là, on parle des ministres. On parle des ministres. Mais les ministres aussi. Dans leur... Quand ils ont une maison de fonction, voilà, la maison de fonction, les ministres, les gens, les hommes, les personnes d'État sont exonérés. En tout, attendez, Madame Okou, à leur propre habitation. Madame Okou, s'il vous plaît, dans le cas du Congo, oui. Il y a deux types. Il y a au Congo des primes de logement, primes de facturation, donc on leur donne de l'argent pour payer l'électricité ou pour payer leurs charges. Quand même. Oui. Donc, si vous êtes exonéré et en plus on vous donne de l'argent, c'est pas correct. Non, c'est deux choses. On va finir. Non, je veux finir. Madame Okou. Attends, je finis. D'abord cette réponse. Allez-y. Caius, je te donne cette réponse. Quand on donne les primes de logement, cela signifie que tu n'as pas de logement de fonction. Non, Madame Okou, non. Non, Madame Okou, non. Non. Alors là, vraiment, non. Je sais de quoi je parle. Non, il y a des gens, l'ensemble des gens que vous citez, je ne vais pas les citer. On peut prendre jusqu'aux directeurs généraux au Congo. Beaucoup ont des primes de logement et vivent dans leur logement. Oui, au Congo. Mais vivent dans leur logement, oui. Mais ils ont la prime de logement qui veut dire qu'ils n'ont pas de logement. Non, c'est ce que vous dites là. J'ai parlé de logement de fonction. Non, mais ils ne sont pas dans leur logement de fonction. C'est la même manière pour les primes. On va aller plus loin si on va aller rentrer dans les détails. C'est la même manière quand on leur donne des frais de mission. Ils ne viennent pas dans les hôtels, ils habitent chez les parents. Et on leur donne des frais de logement. Non, Madame Okou, il y a des choses à revoir au Congo. Mais effectivement, quand la personne n'est pas hébergée dans une maison de fonction, c'est-à-dire la maison de l'État, si c'est dans sa propre maison, là où il vit, c'est tout à fait normal qu'on lui donne des primes de logement. Non, parce que normalement, la personne devrait être logée par l'État. Madame, la prime de logement, c'est parce que... Quand tu seras Premier ministre, là... Hein, non, Madame Okou, non, je ne rêve pas de prémisse. Madame Okou, écoutez, s'il vous plaît. Non, écoutez, Madame Okou. Ce n'est pas mon rêve de Premier ministre. Madame Okou, sérieusement, écoutez. Quand on vous donne une prime de logement, c'est parce que vous n'avez pas une maison. Vous n'êtes pas chez vous. On vous donne la prime pour la maison de fonction que vous payez à un propriétaire, qui est souvent l'État. Il y en a même qui la détournent. C'est un dossier qui est lourd. Non, c'est pas ça. La question qu'on vous a posée était différente. C'est la douane. La douane, ce n'est pas l'électricité. On parle de la douane ici, là. 600 milliards d'exonération contre 180 encaissés. Qui sont ces gens? Qui sont ces entreprises qui créent ce déséquilibre? C'est grave, Madame Okou. Dans un pays où on est capable d'aller faire signer des contrats avec une société qui va vous servir de prête-nom pour avoir de l'argent, avec un pays qui clame haut et fort qu'il n'y a plus d'argent, que la crise est forte, les fonctionnaires ne sont pas payés à temps, les retraités, c'est pas la peine, les étudiants, n'en parlons plus, beaucoup de gens, comme on dit en termes crus, crèvent la dalle, parce qu'il dit il n'y a pas d'argent, et vous apprenez que le monsieur qui va venir prendre la partie commerciale, ça serait grave, celui qui est venu prendre la partie commerciale, le Sénégalais qui est venu prendre la partie commerciale, ce n'est pas lui, mais c'est un Congolais qui a pris 40 milliards dans une banque congolaise. Vous imaginez un peu? C'est incroyable. C'est un Congolais qui prend 40 milliards et qui lui remet pour que lui devienne celui qui va gérer. Alors, comme on dit,
L'affermage, la base, c'est parti comme on dit. Hein, j'ai appelé un juriste qui m'a expliqué. L'exemple, c'est un fermier qui a une ferme, il est fatigué, il va à la retraite. Il dit, j'en peux plus, je peux plus gérer, j'ai mal au dos, tout ce qu'il veut. Et puis, il trouve un jeune fermier ou quelqu'un de plus fort que lui encore. Et il lui dit, je te donne ma ferme, tu gères, en échange, tu as un revenu, tu as des frais, prise en charge, et tu me verses le reste. Mais le fermier va remettre encore de l'argent à ce fermier-là pour lui dire, tiens, pour commencer, je te donne tant, et puis en plus, non, madame Bou, on est dans un cauchemar, et ça, c'est pas possible que ça puisse durer. C'est normal que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur Cayus, est-ce que je peux dire un mot là, s'il vous plaît? Madame Opou, si elle vous donne la parole, moi je suis d'accord, hein, je suis sur le côté douanier. Madame Opou, 600 milliards. Est-ce que je peux me permettre de donner un point de vue là-dessus? Oui. Madame Opou, Monsieur Cayus, moi je pense, c'est ce qui est, hein, malheureusement. Le système des exonérations est un système qui est légal, mais c'est limité dans le temps. Les nouvelles entreprises qui s'installent au Congo, on a mis en place un système d'exonération de 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans. Je maîtrise pas trop la législation douanière. Cependant, les entreprises qui bénéficient de ces exonérations ont mis en place un système mafieux pour faire perdurer dans le temps ces exonérations-là. Donc, ils restent là pendant 10 ans, pendant 15 ans, ils ne payent pas en bénéficiant toujours de ces exonérations et en donnant des bakchiches, bien sûr, aux douaniers. Ça, il faut reformer ça. Il faut reformer le système. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, en ce qui concerne ce que vous avez dit, M. Cayus, et Mme Opou, je vous ai suivi là, attentivement, sur l'ensemble de nos députés, nos sénateurs, nos ministres, et on descend même jusqu'aux directeurs généraux ou les directeurs centraux des services publics qui ne payent pas l'énergie, que ce soit l'électricité ou l'eau. Et le téléphone. Tout à l'heure, et le téléphone, hein. Et le téléphone. Et le téléphone. Tout à l'heure, vous avez parlé des primes. C'est vrai. Tout ça, Monsieur Cayus, je pense, en tant que force de proposition, il faut qu'on puisse reformer ça. Parce que normalement, quand vous avez, si on vous donne des primes de logement, ou si on vous donne pas les primes de logement parce que vous êtes dans une maison de fonction, on peut structurer ça, on peut organiser ça mieux. Si l'État leur donne à eux de l'argent, parce que, comment on appelle ça, les primes de logement, parce qu'ils n'habitent pas ils ne sont pas dans les maisons de fonction, eh bien, ces primes-là compensent les maisons personnelles dans lesquelles ils vivent. Par contre, s'ils vivent dans une maison de fonction, l'État ne peut pas leur donner encore des primes de logement alors qu'ils sont déjà dans les maisons de fonction. Donc, on peut restructurer le système de telle sorte que l'État paye directement à ECAREC l'électricité, ou l'État paye directement pour ces gens-là à l'eau, ou l'État paye directement à la ARPCE. C'est ça, non? Dans le logement, par exemple, monsieur Ndion, il y a ce qu'on appelle la DGAF, c'est une direction générale qui s'occupe des logements et qui est dans le moment une direction du ministère des Finances, sauf erreur de ma part, qui est chargée de payer justement ce que vous dites. C'est-à-dire que le fonctionnaire n'a pas l'argent. Le fonctionnaire fournit les documents du propriétaire, il dit voilà, j'ai pris une maison de fonction ou j'ai ma maison à tel endroit et la DGAF est chargée de payer directement. Mais alors, c'est pareil comme vous dites. Mais dans un pays, il ne faut pas qu'on copie pour copier seulement, parce que nous, on copie pour copier. On est un jeune pays. Je finis, excusez-moi, juste finir une minute. On est un jeune pays et on se bat pour avoir l'argent. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on peut exonérer des gens qui gagnent entre 5, 8, 7, 10 millions. Comment on peut exonérer ces gens-là? Monsieur Ndion, quand on exonère à 100%, bah oui, quand on exonère des travailleurs, comme dit Madame Sabine et Monsieur Bienbalade, ils travaillent là. Et leur salaire, c'est un avantage sur le salaire. C'est un avantage. Leur salaire est impacté. S'ils devaient gagner 100 000 francs, on va leur donner 90 000 francs parce qu'ils ont l'eau qui n'est pas payée. Vous comprenez? Alors que quelqu'un qui ne travaille pas là et qui bénéficie, c'est des avantages en plus, en trop par rapport aux autres. C'est désavantagé. Et gagner 5 millions, ne pas payer 115 000 francs, mais je ne comprends pas. Excusez-moi, monsieur Ndion. Exonérer certaines personnes, oui, mais on ne peut pas exonérer tout le monde. À un moment donné, il faut qu'on arrête. C'est clair. Je suis d'accord. C'est même à la rigueur, c'est même une injustice. Je suis d'accord avec M. Cayus. C'est même une injustice. Il faut reformer tout ça. C'est pas normal. Je suis d'accord. Il faut reformer tout ça. Madame Opou, je vous écoute. On vous écoute, c'est M. Ndion qui parlait.
je dis toujours, quand ça se passe en Afrique, chez nous, on ne veut vraiment pas rien accepter. Non, non, non plus. Moi, je pose une question. Est-ce que c'est parce que ça vous aide? Laisse-moi d'abord finir avant de vous poser une autre question. Allez-y. D'accord. Voilà. Quand ça se passe chez nous, on ne veut rien accepter parce que nous, les Africains, on est comme ça. Peut-être, on ne veut pas accepter que d'autres puissent avoir des avantages. Mais là, ici... Mais non, ce n'est pas le cas. Excusez-moi, je n'ai pas intervenu. On a parlé juste de la ici, on voit ce qu'elle prend, ce qu'elle gagne, ce qu'elle dépense. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, vous allez comparer une situation d'un pays où les gens mangent à leur faim, où ils se soignent comme ils peuvent, où il n'y a pas de délestage, où il n'y a pas. Vous allez comparer cette situation à la situation d'un pays où les gens, ils ont à peine le minimum pour pouvoir vivre, où ils ne se soignent même pas, où ils n'ont même pas l'eau potable. Mais vous n'allez pas faire ces comparaisons-là. Là, si on fait ces débats, c'est pour avancer. On ne peut pas comparer le Congo. Non. Sabine, est-ce que un gouvernement d'Afrique est différent d'un gouvernement d'Europe? Parce qu'on oui, Madame Opou. On gagne 15 millions par mois, Madame Opou. Gagner 15 millions par mois et se faire exonérer le courant à 115, c'est pas possible, Madame Opou. Il faut aussi arrêter cette manière de voir les choses. Non, il ne faut pas aussi venir copier tout, croyant que ce qui se passe en Europe, c'est bon. Nous prenons le minimum. Attendez. Non. Vous comparez. Pardon, Madame Opou. Vous comparez toujours ce qui se passe ici en France avec ce qui se passe au Congo. C'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Pourquoi vous ne comparez pas, par exemple, le modèle de gestion ici avec ce qui se passe au Congo? Pourquoi vous ou bien comparer le modèle de gestion au Congo avec la Norvège, le Danemark, l'Islande, où les ministres sont payés à rien du tout. Moins que ça. Pourquoi votre référence est toujours l'Europe? Et quand vous prenez une référence d'un pays développé avec un pays qui est sous-développé, mais qui gaspille son argent, qui n'a même pas un projet, c'est aberrant. C'est aberrant. On peut comparer avec le Burkina Faso ou le Mali, comme vous dites. C'est des pays qui... Comparable avec le Mali. Vous voulez me faire comprendre qu'au Congo, il n'y a que des pauvres et des miséreux. C'est vous qui pensez qu'il y a des miséreux. Il y a des misérables. La majorité l'est, Madame Opou. La majorité, oui. En dehors des voleurs. C'est un pays comme tout autre. Il y a des gens qui ont des moyens. Attendez. Madame Opou, les moyens. Madame Opou. Madame Opou, les moyens. Oh, madame, pardon, il ne faut pas se moquer des gens. Il ne faut pas se moquer des gens. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de SDF, non, ça, c'est se moquer des gens. Les SDF sont où? Quelqu'un qui dit... On peut s'écouter, s'il vous plaît. Madame, monsieur Gaïno. Laissez Madame Opou défendre son point de vue, s'il vous plaît. Mais non, mais il faut la laisser parler. Il faut la laisser parler. Contradiction. Oui, d'accord. Mais laissez-la parler aussi. Non, elle a accepté, on l'a beaucoup interrompu. Monsieur Gaïno, vous voulez me dire quoi? Donc, quand on est ministre au Congo, on ne peut pas gagner grand-chose parce qu'on a des pauvres au Congo. Hein? Donc, on ne peut pas comparer un ministre du Congo ou enfin de n'importe quel pays d'Afrique avec un ministre de l'Europe. Parce que le ministre de l'Europe est meilleur que l'autre du Congo. Attendez, arrêtez quoi. Nous avons des francs CFA. Quand un ministre gagne 1 million de francs CFA, ça fait combien d'euros par rapport à un ministre d'ici qui eux aussi vont chez nous pour aller chercher le ministre congolais gagne 1 million. Le ministre congolais gagne 1 million. Est-ce qu'on peut s'écouter? Madame Opou, si vous pouviez terminer, Madame Opou, pour que les autres puissent vous répondre. S'il vous plaît, Madame Opou, vous pouvez terminer pour vous répondre. Ne me laisse pas parler. Ok, allez-y, si vous pouvez continuer. Les gens quittent ici pour aller chercher de l'argent chez nous. Donc, nous ne sommes pas pauvres. C'est vous qui dites que nous sommes pauvres. Nous, on n'est pas pauvres. L'argent se trouve chez nous, les matières premières sont chez nous, le bois est chez nous, le pétrole est chez nous, etc., etc. Les minéraux sont chez nous. Ce sont eux qui viennent chez nous. Alors, vous n'allez pas me dire qu'un ministre congolais ne peut pas être bien payé, avoir l'exonération, parce qu'il y a des gens pauvres à côté. Ok, M. Gaïno va vous répondre et Madame Nianka après. M. Gaïno, votre réponse. Quand j'entends des propos comme ça qu'un ministre congolais
peut gagner ce qu'il gagne par rapport au SMIC congolais, mais il y a de quoi je perds ma tête. Franchement, je perds ma tête, je ne comprends rien comment on peut raisonner comme ça. Vous êtes dans un... C'est un point de vue, c'est un point de vue qui se tient, et défend le point de vue. Hein. Non, mais ça ne tient nulle part, c'est son point de vue. Moi, je le combats tout à fait, et puis c'est aberrant de dire des choses comme ça. Quand on dit que chez nous, il n'y a pas de pauvres, mais qui est riche au Congo? En dehors des voleurs. Les riches là-bas sont des voleurs, c'est des gens qui pillent dans les caisses de l'État. Bon, monsieur Gagnon, pas tout le monde, quand même. Il y en a qui sont commerçants, on ne peut pas non plus généraliser. Il y a des commerçants quand même. Les commerçants ne sont pas riches, mais ça, on peut les citer aussi. Et ils ne sont pas nombreux. Donc, vous prenez une population je prends seulement une population de 5 millions. Vous n'avez même pas 10 personnes riches. Vous voulez dire riches par le travail? Mais par le travail, par la production. D'accord. On ne paye pas riche lorsqu'on a volé l'argent. C'est pas de l'argent, on devrait être en prison, mais malheureusement, au Congo, ce sont les voleurs. Quand vous voyez les maisons à étage qui poussent là-bas. Mais cherchez où est-ce qu'ils trouvent l'argent. Ils achètent des maisons ici, ils ne sont pas des riches. C'est des voleurs, tout simplement, qui devraient être en prison. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Moi, je préfère, si vous voulez comparer, allez voir combien gagne un ministre sénégalais, par exemple. On vient même de leur augmenter un peu le salaire. Mais par rapport au SMIC congolais, regardez le nombre de jeunes qui chôment. Regardez, quand on dit qu'il n'y a pas de SDF, c'est vraiment innocent. Quand tu es dans une maison, le père qui a au moins 5 enfants, 10 enfants, il héberge tout cela. Va voir les conditions dans lesquelles ils dorment, comment ils dorment là-bas. Mais non, il ne faut pas vous moquer des gens. Le Congo est riche, oui, mais il n'est pas riche. Parce que quand on dit qu'il est riche, les minéraux dont vous parlez, le pétrole, le gaz, mais ça n'enrichit que des autres. Ça ne nous enrichit pas. Vous allez à Dubaï, par exemple, aller dans d'autres pays, vous allez voir comment les gens sont riches, vous allez voir comment la population vit, où la population se soigne, comment la population va à l'école. Mais vous avez aujourd'hui, au 21e siècle, les gens qui habitent encore dans les maisons du 13e siècle, du 15e siècle, vous dites c'est un pays riche. Où est la richesse? Vous avez des enfants qui s'asseyent à même le sol, à l'école. Vous dites que vous êtes un pays riche. Mais il y a honte de vous dire, c'est pas une richesse. Où est la richesse? Détenu par une poignée de gens qui occupent le pays? Mais non. Le salaire mensuel d'un ministre au Sénégal est de 2,9 millions. Voilà. Au Congo, il est de combien? 10 millions. 10 millions, 15 millions pour un ministre d'État. Oui. Waouh. C'est le plus. Mais attends, faut pas exagérer. Combien en euros? J'ai envie de dire à la Queen que vraiment dans cette situation, c'est pas le volet du fait que l'Afrique a ses ressources, l'Afrique est riche. C'est pas de ça on discute. De quoi on parle ce soir? C'est les réalités, le quotidien. On dit dans un pays, parce que si c'est pour dire qu'il y a des avantages qu'on donne à tel statut en Europe et donc c'est normal qu'on le donne en Afrique. Mais dans ce cas-là, les mêmes gens qui donnent ces statuts-là, quand ils ont ces statuts en Europe, ils travaillent. On ne peut pas comparer. Déjà en Europe, le SDF là, on n'est pas SDF, on le devient. Être malheureux en Afrique, on est malheureux parce que nos parents n'avaient rien et on est dedans. Donc, on ne peut pas comparer. Les gens, ils deviennent SDF par des situations, les unes comme les autres, dans des cas exceptionnels. Et il y a des gens mais qui deviennent SDF par choix, carrément. Et même le minimum est garanti par les services d'urgence pour les hôtels, pour les logements dans les hôtels. Donc, on ne peut pas comparer la vie des citoyens d'un pays où ils ont le minimum. Quand on parle de minimum, c'est dans tous les domaines. Que ce soit les personnes qui n'ont jamais travaillé, que ce soit les personnes qui n'ont pas d'accès au logement, que ce soit des personnes qui n'ont pas les moyens de se soigner. Il y a le minimum en Europe pour tout. Eux, ils peuvent au moins s'asseoir pour se donner des avantages, des machins en plus de leur salaire. Mais on vous parle d'un pays où les gens ont l'électricité à midi, à 13h, ils n'en ont plus. Ils ont l'électricité à 20h, à 22h, ils n'en ont plus. Ils n'ont pas de quoi manger. On parle même pas du système de santé qui est complètement inexistant, pour ne pas dire chaotique. On ne peut pas comparer. Quand dans ces pays, ils se permettent d'avoir 10 millions, 5 millions, 10 millions, et on leur permet d'autres choses en plus de ça. Mais attendez, il y a quand même des gens qui meurent en bas d'eux, qui les regardent un peu. Même, ils n'ont qu'à donner les restes aux gens, mais ils n'ont qu'à arrêter. Ça, c'est un système à combattre. C'est un système à combattre, ça ne devrait même pas se faire. Ok, moi, je comprends la logique. Toi, en ce moment, tu es en train de parler du social, ma sœur. Le social, effectivement, au niveau de l'Afrique, il faut qu'on arrive à partager les richesses. C'est ce qui manque
Juste ça, c'est ce qui manque. Maintenant, les gouvernements, les gouvernants doivent mettre les initiatives en place pour partager les richesses, pour que chacun puisse avoir le minimum. C'est ce qu'on appelle ici le revenu minimum. Mais tout le monde ne peut pas être au même niveau. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique que tout le monde doit être, parce qu'il y a des pauvres, tout le monde doit être pauvre. Hein? C'est pas pour rien que nous avons des ministres, nous avons des directeurs généraux, nous avons des administrateurs maires que j'ai été moi-même. Nous avons, ces gens-là ont le droit aussi quelque part de bénéficier de quelques avantages. Ce n'est pas parce que dans le pays, on n'est pas de la même bénéficier des avantages. Il faut développer le social pour partager les richesses. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est pas, on n'est pas sur la même ligne. On parle même pas du social, même en Afrique. On parle des faits. On parle de la réalité du terrain, d'un pays pour l'instant. Mais tu peux avoir de la richesse qui n'est même pas transformée. Qu'est-ce que tu peux en faire? Mais on parle d'un pays où les gens n'arrivent pas à manger suffisamment. C'est pas le social qui va leur donner suffisamment à manger. C'est simplement développer le pays qui va leur donner à manger. Donc, dans ces pays-là, des élites, des gens qui sont à la tête en train de diriger ce pays, qui se donnent le droit de se donner un salaire de près de 5 millions, 10 millions, et en plus de ça, qui insultent le peuple à prendre des avantages, des exonérations de ceci, de cela, mais c'est insultant pour le peuple. Mais c'est mépriser son peuple. C'est ne même pas aimer son peuple. C'est ne pas aimer son peuple. Je suis désolée. Le peuple n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à se soigner. Toi, tu es assis. On t'exonère tout. Et puis, tu es là comme le roi, le pacha, dans un pays. Mais tu n'aimes pas ton peuple. Tu n'aimes pas ton pays. Tu es méprisant. Il faut savoir que quand on parle de salaire des ministres, excusez-moi, quand on parle de salaire, Madame Opou, est-ce que cela signifie que tous les présidents d'Afrique ou les gouvernants d'Afrique sont dans ce contexte-là? Non, on a dit. Ça se passe dans le pays d'Afrique. Donc, à partir de là, il va falloir... Je voulais dire ceci, excusez-moi. Je voulais dire ceci. Il faut savoir que les salaires des ministres au Congo, en plus des salaires qu'ils ont, comme a dit Mme Mieka, ils ont des avantages. Hein. Ils ont des gardes du corps, ils ont des voitures de fonction, ils ont des voyages en première classe, ils ont tout. Vous savez, pour rectifier, au Sénégal, je viens de lire un peu le site officiel, hein, le salaire varie entre 3 millions 8, 4 millions. Les ministres sont à 3 millions 8 et le Premier ministre, ça a été réévalué, est à 4 millions. Mais, attention, le ministre des Finances sénégalais arrive à 25 millions parce qu'il gère plusieurs entreprises en tant que chef de conseil d'administration sous tutelle. Et en Côte d'Ivoire, ils ont pratiquement les mêmes salaires qu'en France. Le président de la République est à 16 000 euros et le Premier ministre est à 10 000 et les ministres sont avec les députés à 10 200 euros. Mais les avantages à côté, ça dépasse les 20 000 francs. Et comme dit Mme Mieka, il y a quand même du respect pour la population qui vous a élu. Et puis, il faut comparer le travail qui est remis derrière. Quand on a tous ces avantages-là, quel est le travail qui est remis derrière? Rien, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui vient avec? Qu'est-ce que le pays voit? Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie? C'est ça qu'on essaie de comprendre. On ne peut pas demander à des élèves de ne pas rêver d'être politicien quand ils voient que je n'ai pas besoin de travailler, mais de faire la politique et je vis ma vie bien. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui dérange beaucoup plus. Et ça, c'est quelque chose on espère que, quand même, quelque part, on ne sait pas qui pourra révolutionner ça. En tout cas, c'est pas sûr que quelqu'un pourra arrêter ça, sauf si un patriote congolais arrive à mettre de l'ordre. Alors, sur ce, monsieur Mdian, je ne vous ai pas entendu, vous vouliez parler, monsieur Soten Membelat, vous vouliez intervenir sur ce cas des salaires qui sont avec les cumuls des avantages. C'est quand même, on peut dire que si quelqu'un gagne 15 millions et il a à côté les voyages première classe payés par l'État, il a l'essence gratuite, il a les voitures de fonction gratuites, souvent ils ont plusieurs voitures pour maman, papa, maman, les enfants, la grand-mère, la tante. On est dans un dépassement. Facilement, on atteint les 50 millions par mois, quand même. Est-ce que c'est pas indécent? C'est pas de la jalousie, ça. C'est de l'indécence. On s'écoute pas. Vous parlez, tel pas donc, à un moment, non, on vous pose la question, maintenant on vous laisse la parole. Est-ce que vous vouliez parler? Parce qu'on va conclure, on vous a laissé.
Oui, mais je dirais tout simplement, premièrement, que comparaison n'est pas raison. On n'est pas là pour... la comparaison ne peut rien donner. Et je crois que nous ne connaissons pas bien le cas même du Congo. Parce que depuis qu'on parle, on ne pèse pas l'abcès. Quand même, on sait qu'au Congo, c'est un système. C'est un système qui est là. Le système là fonctionne comme ça. C'est des formes de corruption. Même à l'Assemblée, il n'y a pas qu'à la douane. Les régies financières, c'est là où il y a la corruption au Congo. Donc, c'est fait pour que le pouvoir dure. Une fois ces institutions-là ébranlées, le pouvoir tombe. C'est fait pour maintenir le pouvoir. Raison pour laquelle au Congo, on n'a pas besoin de l'alternance. C'est l'alternative qu'on cherche pour une situation pareille. Je crois que c'est pas seulement au Congo, dans beaucoup de pays. Si c'est des alternances, mais ça c'est facile, on va rouler, mais le système est là. Le problème, c'est détruire le système parce que le système est dans toutes les familles au Congo. Et le système vit de ces choses-là. Ça n'a rien à voir aux douaniers, à ceci, exonération. Non. Tout le monde est trempé dans cette corruption et c'est ça le système. Le système du Congo-Brazzaville, c'est la corruption. Donc, il y a des tentaculaires qui font que dans chaque service, dans chaque ministère, il y a des tentaculaires. Donc, c'est généralisé. C'est un grand cancer. Vous savez qu'en Hong Kong et Shanghai, Taïwan, pour citer ces pays, ils ont réussi à régler ce problème. Ils ont dit que pour que la corruption s'arrête, il ne fallait pas sanctionner, comme vous dire, les tentaculaires, mais il fallait commencer par les chefs, par les responsables. Et on a tapé sur les responsables. Et les petits ont eu peur. Bien sûr. Donc dire que c'est parce que c'est tentaculaire qu'on ne peut plus rien régler, qu'il faut chercher une alternative. On a l'exemple de Shanghai, de Taïwan. Ils ont dit, on tape les grands et les petits vont avoir peur. Mais c'est là où l'adage a son sens. C'est là où on dit, le poisson pourrit par la tête. Donc si c'est comme ça, c'est un adage qu'on peut vérifier. Si la tête ne marche pas, même une locomotive, s'il n'y a pas de locomotive pour tirer les wagons, mais vous allez traîner là. Personne pousser, ça ne partira pas. Donc tout est relatif. C'est ce que je dis que le système congolais, il est loin. C'est pas toute cette théorie. On peut perdre du temps, prendre des heures, mais c'est un problème systémique. C'est pas une situation qu'on va par coup de bâton, non. Et en parler fait partie des solutions. Monsieur Ndian, vous avez quelque chose à dire? Parce que monsieur Miamalad a l'air fataliste. Monsieur Ndian. Moi, je n'aborderai pas le problème sous cet angle-là de la superstructure. Moi, j'aborderai le problème sous l'angle de l'infrastructure. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'au lieu de regarder les gros salaires pharaoniques, là, des ministres, 15 millions, les 10 millions, comme on dit, là, moi, j'aurais voulu voir le problème vers le bas, c'est-à-dire les plus petits salaires être revalorisés. C'est-à-dire qu'il faut qu'au Congo, on arrive à donner de la valeur au travail. La valeur travail, c'est très, très, très important. Je vais m'expliquer. En France, en 1950, il y a eu le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. C'était un salaire qui était minimum pour permettre à tout le monde, ministre ou pas, de vivre de façon décente. Et ça a continué comme ça. Là, il était garanti, il était fixe, il ne variait pas en fonction de l'inflation du coût de la vie. Et ça a continué comme ça en 68. Il y a eu le mois de mai, il y a eu le mouvement de 68 que nous connaissons. Et finalement, Georges Pompidou, en 1970, a estimé qu'il fallait transformer le SMIC en SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il fallait donc, comme nous le savons jusqu'à aujourd'hui, chaque année, on augmente le salaire de tout le peuple, tous les salariés, voilà, en fonction du coût de la vie, en fonction du taux d'inflation. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, donne l'information au gouvernement que le coût de la vie a augmenté de 1%. Le taux d'inflation est de 1%, mais de 2%. On augmente le salaire de... Pardon? Quel est l'intérêt? Je veux savoir parce qu'on prend du temps pour tout ça. Quelle est la conclusion? C'est ce qu'il veut démontrer, laissez-le parler. Je veux démontrer. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde entier, Sosten, tu comprendras, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, en Afrique, en Asie ou en Europe, vous aurez toujours des écarts salariaux importants. Les plus gros salaires, c'est toujours... voilà. Comme ici, il y a des grands... Voilà. Mais certains pays ont analysé le système, ont pensé qu'il faut le prendre par le bas. C'est-à-dire que le système étant composé par deux secteurs. Il y a le secteur privé, où les salaires sont plus ou moins libres, pas trop réglementés. Et puis, tu as le système public. Le secteur public, les salaires sont réglementés. Et donc, je disais, après, on a mis en place en 1970... Attendez, laisse-moi jamais évoluer sans me couper le fil des idées. On va arriver donc en 1970, on a pensé que non, il faut indexer
l'évolution des salaires des salariés ça par rapport devient au coût de la vie. On a mis le SMIC. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a mis en place un système tel que si on laisse, on n'encadre pas, on n'augmente pas les petits salaires chaque année par l'État et d'autre part par l'entreprise elle-même, alors les écarts salariaux seront très importants. Voilà pourquoi on a mis beaucoup d'avantages. Donc, on augmente les salaires des pauvres, je les appelle comme ça les smicards, tous les ans. L'entreprise augmente aussi en fonction des primes individuelles et collectives tous les ans. Vous pouvez résumer, s'il vous plaît. Mais non, on met les prix, on augmente même, on met dans certaines entreprises en fonction des difficultés des conventions collectives, on met même des 13e mois ou des 14e mois. Ça existe, M. John. Ça existe. Les avantages que nous avons. Ça existe. Donc, ça existe. Ce qui fait que on essaye d'augmenter les salaires les plus bas vers le haut, de telle sorte qu'on puisse amenuiser, diminuer les écarts salariaux parce qu'ils sont exorbitants. Voilà pourquoi au Congo, moi j'aurais souhaité... Si vous pouvez chuter, M. John, s'il vous plaît. Je chute. Les grands salaires sont connus. Vous n'allez pas demander au gouvernement de diminuer leur salaire ou aux sénateurs, aux députés. Voilà. Ça sera le minimum, M. John. Ça sera le minimum. Par contre, il faut augmenter le SMIC au Congo. Au lieu de le laisser comme il est aujourd'hui à 90 000, on peut le monter à 1 million. Oh non. Parce que si les ministres sont 15 millions, si un salarié la moitié ne plus que 500 000, ça serait bien. D'accord. Voilà. On a compris. Monsieur Miamalat vous répond. Mais tel qu'il est et on va conclure. 90 000, Monsieur Miamalat, on ne peut pas vivre. Il vous répond et on conclut, s'il vous plaît. Miamalat. Vous savez, là où vous êtes dans la théorie du serpent qui se mord la queue. Mais comment un système installé par ces individus, eux-mêmes, ils peuvent faire effondrer leur propre système qu'ils ont créé pour pérenniser leur règne? Vous voulez qu'ils fassent des coupures, qu'ils instaurent même le SMIC, mais ils connaissent toutes ces choses-là. Mais le système-là ne fonctionne pas comme ça. Un autre système, ce que vous décrivez là, ça sera le comportement d'un autre système, un nouveau système. Mais si c'est l'ancien système-là, il n'a pas ce logiciel-là. Il fonctionne comme un robot qui est déjà programmé pour faire ce qu'ils font là. Monsieur Miamalat, le nouveau système sera incarné par l'UPADS? Mais le nouveau système, non, je ne dis pas, il faut simplement innover tout ça. C'est des systèmes qui sont installés. Tout le monde, on se regarde en chaîne faïence, les gens sont comme tétanisés. Le système est grippé. Donc, pour le dégripper, il faut un nouveau système. En dehors de tout ce qu'on dit là. Ça n'a rien à voir. Les théories, c'est bien. Mais les théories ne peuvent pas marcher dans un vieux système. Il faut un changement radical. D'accord. Merci. J'essaie d'être rapide, s'il vous plaît, parce qu'on va finir. Monsieur Gaïno, vous voulez dire quelque chose? Et on va conclure. Madame Miamalat? Non, madame. Je dis tout simplement, là, c'est aller sur les théories. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est tout. Il ne faut pas comparer les choses comme ça, parce que là, dans ce pays-là, non. Mais regardons d'abord notre pays, et quand on voit l'état de la population et les salaires qui sont attribués à des ministres, il y a quand même une incohérence, ça se voit. Alors, on n'a pas besoin d'aller dans les théories comme ça et élaguer les théories, non. Il faut voir ce qui est fait. D'accord, merci beaucoup. Madame Mianka, Madame Opou, vous voulez dire quelque chose, s'il vous plaît, rapidement? Oui. C'est quoi? C'est la conclusion ou c'est quoi? Oui, on va conclure sur ce sujet. Vous parlez et puis après on conclut. D'accord. Bon, moi je voudrais dire par rapport à Monsieur au camarade Dian, c'est bien son intervention, mais l'histoire de créer un système de SMIC pour l'histoire de revaloriser comment on appelle, le salaire moyen au Congo, par exemple de 90 000 même à 100 000, il faut bien puiser cet argent quelque part. C'est carrément utopique. Ces gens-là, le plus simple, ça serait de redescendre leur salaire, c'est tout simplement, c'est peut-être le plus simple. Parce que quand on redescend leur salaire, il n'y a pas d'effort qu'on fournit pour avoir de l'argent, puisque c'est de l'argent qu'on va obtenir. Mais s'il faut augmenter, ça veut dire que c'est une ligne de dépenses qu'on demande au gouvernement de créer. Ils vont prendre cet argent où? On prend chez eux, on donne aux pauvres, on prend chez eux, puis on donne aux autres.
Donc, il faut descendre leur salaire. Il faut diminuer leur salaire. C'est tout. Ils ont 10 millions, 15 millions. Ils ont des avantages, bon d'essence et tout ce que vous voulez. Sabine. Madame Dion, monsieur Dion, pas de débat. Monsieur Dion, plus de débat, monsieur Dion, s'il vous plaît. Plus de débat. On laisse parler Sabine et Madame Opou. S'il vous plaît. Voilà, moi, je profite pour quand même donner aussi, voilà, c'était mon intervention. Après, je vais donner ma conclusion. Je ne sais pas si je peux profiter pour, voilà. Oui. Moi, voilà. Aujourd'hui, j'estime que trop d'intellect tue l'intellect. Je dis ça pour le cas de plusieurs pays qui connaissent les mêmes problèmes et c'est beaucoup plus le discours que les actions. Il n'y a pas de mobilisation, il n'y a rien. Parce que quand tu regardes la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, c'est vrai, il y a des grands intellects, il y a des idées, mais il n'y a pas d'action en place. Et donc, quelque part, moi, je me dis qu'un système comme ça, où il y a beaucoup, que ce soit pour le système d'exonération, le système de partenariat, le système je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'appelle le peuple congolais, j'appelle vraiment le peuple congolais qui doit arrêter de se contenter du peu. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut avoir, on se contente du peu, alors qu'il y a des gens qui sont à la tête, qui font des tractations juste pour pouvoir détourner de l'argent, juste pour avoir de l'argent. Et en échange, ils font pas du travail. Ils ne travaillent pas. Donc moi, je demande au peuple congolais d'arrêter de se contenter du peu et des restes de leur gouvernement, de se lever pour se constituer en groupe, en syndicat, en parti, quoi que ce soit, pour s'opposer à la politique actuelle. Trop d'argent qui circule dans le pays où le citoyen ne mange même pas, ne se soigne pas, n'a pas les moyens de se vêtir, alors qu'il y a beaucoup de milliards qui circulent. Conclusion, Madame Sabine. Stop. Merci. C'est ma conclusion. Madame Opou, si vous pouvez faire pareil, vous aussi, vous dites votre point de vue sur ce qu'on a dit, et puis la conclusion. Oui, bon, en tout cas, j'ai suivi le frère Gabriel Dion, c'est bien. Quand il parle du SMIC, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on a beaucoup plus de chômage que des travailleurs, parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, on a combien d'entreprises? Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'entreprises. Ben, s'il y a beaucoup d'entreprises, en tout cas, on a beaucoup de chômeurs. Je pense qu'il va falloir mettre en place, comme je l'ai dit, le social, qu'il y ait des allocations familiales pour les familles les plus démunies, qu'on aide les jeunes, on leur donne des soutiens pour la création des emplois pour ne pas attendre qu'ils soient toujours recrutés dans l'administration étatique, parce que l'administration étatique n'a plus de place. C'est pour cela que beaucoup de jeunes sont au chômage. Il faut donc leur donner des moyens pour pouvoir créer leurs propres emplois. Je répète ce que j'ai dit. Nos dirigeants, quand on arrive dans chaque pays, les dirigeants ont des salaires donnés ou des primes données, sûrement qu'ils sont dans leurs droits, ils doivent garder leurs droits. C'est tout à fait normal. On ne sait pas parce qu'on est en Afrique. Après, le reste, puisqu'ils sont là, ils doivent gérer leur panier et partager les richesses. Voilà, si j'avais quelque chose à dire. Et puis, donc, pour conclure, vraiment, c'est dans les débats qu'on avance et qu'on apprend. Je suis vraiment contente qu'on puisse être ensemble et débattre et dire que pour revenir sur tout ce qu'on a dit, et l'Afrique, comme je l'ai dit, l'Afrique est riche et ça on ne peut pas ne pas le dire. Voilà. Donc, tout le monde, même les Occidentaux, vont chercher l'argent chez nous. Les moyens, ce n'est pas ce qui nous manque. Maintenant, c'est à nous de pouvoir gérer nos moyens pour que toute la population puisse bénéficier au moins des richesses du pays. Voilà. Merci, M. Ndion. Après, M. Miambalat et M. Gaïno va conclure. Je reste sur la logique des propositions de solutions. Aujourd'hui, globalement, au Congo, en République du Congo, le SMIC tourne autour de 90 000 francs CFA. C'est inadmissible par rapport au coût de la vie. Nous savons que Brazzaville est à peu près, si ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième ville la plus riche, la plus coûteuse, c'est qui a le coût de la vie le plus élevé en Afrique. Donc 90 000, c'est inadmissible, puisque le loyer moyen de NF2, chambre salon, c'est 50 000, NF3 c'est 150 000, NF4 c'est 200 000. Si on prend les différents éléments du panier de la ménagère, le budget des ménages avec le transport, avec l'éducation dans l'école, la nourriture, la communication, la santé, eh bien, le salaire minimum que moi je propose
que le gouvernement congolais devait mettre en place pour un ménage, eh bien, ça serait au minimum 500 000 francs CFA. Sinon, 1 million, pourquoi pas. Ça permettrait à tout le monde, non seulement de payer le loyer qui est le budget, le poste budgétaire le plus élevé, mais qu'il lui reste quand même quelque chose à manger. Moi, je prends quelques exemples. Un exemple terre à terre. Femme de ménage au Radisson, c'est 120 000 francs CFA. S'il paye la maison, il est seulement dans un F2. S'il paye la maison, 50 000. Il a 2 enfants, il a 3 enfants. Comment il va faire pour vivre? Donc moi, je propose un SMIC à 500 000 francs minimum CFA. Ça permettrait aux Congolais lambda de vivre. Je ne le compare pas du tout au salaire d'un sénateur, au salaire d'un député, ni à celui du ministre. Parce que c'est exorbitant, effectivement. D'accord, merci beaucoup, on a compris. 500 000, ce sera l'inflation totale parce que les prix vont augmenter aussi. Monsieur Miam Balat et puis Monsieur Gaïno conclut. Dans tous les pays du monde, il y a de l'inflation. Merci l'économiste. Merci Monsieur Ndia. Oui, merci. Je vais conclure d'abord par les dirigeants africains et ceux du Congo ont plus les droits que les devoirs. On peut dire qu'ils n'ont que de droits, ils n'ont pas de devoirs. S'ils avaient un peu de devoirs, ils allaient même aider cette population qui souffre. Mais comme ils ne le font pas, bon, ils profitent de leurs droits. Mais ensuite, quand on voit la situation du Congo, on se dit, non, on ne va jamais s'en sortir. Nous avons tout fait. Un pays, tous les pays au monde, là où il y a la corruption, c'est des pays qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas se développer, qui ne peuvent pas avoir une cohésion parce que la corruption gangrène toutes les choses. La corruption, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a rien ne fonctionne. Donc, bref, il n'y a pas de démocratie dans un pays corrompu et corruptible. Voilà ce que je dis, nous devons changer. C'est la corruption qui est notre frein à tous les niveaux. Voilà le problème du pays. Merci, monsieur Malat. Merci. Monsieur Gaïnom, pour vous conclure. Je dirais que mieux être riche en travaillant que d'être riche en détournant. Voilà. Merci. C'est votre conclusion. C'est très simple. Elle est très courte. Moi, je vais noter, comme tout le monde, je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité. On dit c'est bénévole et c'est surtout pour enrichir les débats et faire que de sorte que les gens sachent que on mesure les problèmes. Une fois encore, les gens pensent que on n'est pas en train de critiquer un groupe de gens, on est en train de constater que la société a besoin d'être équilibrée. Monsieur Ndian, vous avez soulevé, vous tous avez soulevé beaucoup de choses. Et au Congo, le SMIC est à 90 000 francs, c'est très peu. C'est surtout très peu pour les enseignants, c'est surtout très peu pour les médecins, les policiers, les gendarmes qu'on accuse de beaucoup de choses, même les douaniers. C'est des salaires très peu. Vous savez qu'il y a un ministre qui avait réussi à rétablir l'équilibre au ministère de la Justice. Je crois que c'est Maître Mbemba Martin qui avait réussi à faire qu'en sorte il y ait une revalorisation des salaires des juges, des procureurs, en tout cas des gens du ministère. Ils sont passés pratiquement de 100 à 500, de 500 à 1 million, à 1 million à 2 millions. En tout cas, ils sont bien payés. Quand on pense qu'un médecin qui sauve des vies au Congo peut gagner 90, 95, 100 000, 140 000 francs, c'est inimaginable. Ce n'est pas correct. Ni les policiers, ni les enseignants qui passent des nuits blanches, parfois, pour faire des copies, ou pour les policiers pour sauver des vies. Il y a beaucoup, comme dit M. Ndian, il y a quand même un besoin de révalorisation des salaires. Et ça, on espère qu'un ministre de la fonction publique ou quelqu'un, un député, un membre du PCT, pourquoi pas, de l'UPADS, lui aussi pourra prendre ça en main et emmener que cette réforme soit emmenée jusqu'à bout. Je vous remercie beaucoup. On parlera la semaine prochaine du Congo-Kinshasa et de ce qui se passe avec M. Zelensky, mais on parlera aussi de l'Afrique de l'Ouest. Madame Miaka, on compte sur vous pour nous donner votre expertise. En tout cas, l'Afrique bouge et l'Europe aussi, le monde aussi. Passez un très très bon week-end et surtout une très bonne semaine. À vendredi prochain pour d'autres débats et que chacun de vous prenne le temps de respirer et de ne pas, se reposer. Reposez-vous et revenez bien frais pour les prochains débats. Je vous remercie. Madame Opou, merci pour le côté sportif, même si on vous a bousculé. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. À très bientôt. À très bientôt. Et encore une fois, essayez de savoir que nous ne faisons pas la politique, mais nous essayons de comprendre la politique.